Salut J-Coders et bienvenue dans ce quatrième cours de Python pour débutants. Dans ce cours, tu vas apprendre comment utiliser les dictionnaires et comment ouvrir et gérer, donc écrire des fichiers. Alors, promis, les dictionnaires, c'est pas pour apprendre du vocabulaire, ça sert à bien plus de choses que ça dans Python et on va voir tout de suite comment est-ce qu'on fait ça. Petit rappel d'abord du plan du cours, donc on est au quatrième cours, là ça y est, on s'approche de la fin, on est au quatrième cours pour débutants. Et du coup, le but là aujourd'hui, c'est de faire dictionnaire et fichier. Donc je vous invite, si vous n'avez pas vu les autres tutos, à y aller directement pour ne pas rater et aussi pour pouvoir suivre ce cours-là. Allez, on file. Petit rappel très rapide des outils, mais si vous êtes au quatrième cours, vous devrez les connaître. Donc je vous rappelle juste les deux liens ici, Online Python pour coder direct et ripple.it avec un compte, mais pour pouvoir sauvegarder votre code. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet et on arrive sur les dictionnaires en Python. Qu'est-ce que c'est qu'un dictionnaire? Donc non, un dictionnaire, ce n'est pas pour aller chercher la signification d'un mot de vocabulaire ou autre, c'est en Python une structure de données qui permet de stocker des couples clés-valeurs. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc clé-valeur? Mais en fait, c'est super simple. Il faut voir ça comme des boîtes. En fait, les structures de données, globalement, à peu de choses près, c'est souvent des boîtes avec des machins dedans. Voilà, globalement, c'est ça. Si vous prenez une liste, par exemple, c'est juste plein de boîtes qui sont posées les unes à côté des autres, dans l'ordre, avec des numéros dessus. En gros, c'est ça. Et donc, quand on veut aller chercher une liste, bah, le premier, on va chercher la boîte qui a l'étiquette 0. Quand on va aller chercher le deuxième élément, on va prendre la boîte qui a l'étiquette 1, etc. On sait qu'elles sont dans l'ordre, et c'est super facile d'accéder à une boîte à un moment donné. Par contre, on peut facilement enlever des boîtes sur les bords, mais quand vous enlevez une boîte au milieu, il faut redécaler toutes les boîtes et tout. Voilà. Donc une liste, c'est vraiment ça, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et bien, ce que ça permet de faire le dictionnaire, c'est de faire un peu comme cette liste-là, sauf qu'il n'y a pas vraiment cette notion d'ordre, enfin, il y a lié un peu, mais c'est un peu différent, mais c'est surtout que dans un dictionnaire, il y a une vraie étiquette, une clé. En fait, le clé, c'est juste un mot. Ça peut être d'autres choses, mais souvent c'est une chaîne de caractères, donc c'est un mot, c'est plusieurs mots, qu'on va pouvoir mettre sur la boîte. Et donc en fait, on met ce qu'on veut dans cette étiquette-là. On peut mettre un nombre, on peut mettre un couple de nombres, on peut mettre une chaîne de caractères, on met ce qu'on veut. Là où sur une liste, c'est toujours 0, 1, 2, 3, ça va dans l'ordre, etc. Et donc ça, c'est super pratique. Typiquement, si vous voulez faire un dictionnaire avec des produits dedans, les produits quand vous faites les courses par exemple, vous pouvez utiliser un dictionnaire Python et avoir une boîte pour le fromage, une boîte pour les fruits, une boîte pour les légumes. Et c'est super simple. Et donc ce que ça permet concrètement en Python, un dictionnaire, ça permet d'accéder très rapidement à une valeur dès lors qu'on connaît sa clé. C'est tout. Donc si tu sais que tu veux des fruits et que du coup les fruits sont dans la boîte sur laquelle il y a marqué étiquette fruits, bah, tu as juste à aller ouvrir la boîte et tu vas trouver tes fruits. Et ça va aller vite. Alors que si tu as plein de boîtes sur lesquelles tu n'as pas d'étiquette, bah, tu vas galérer parce que tu vas devoir chercher tout dans toutes les boîtes pour trouver ton fruit. Et c'est exactement ça que ça fait un dictionnaire, c'est que ça crée une clé, et avec une clé, tu peux vite aller chercher une valeur. Et quand je dis vite, c'est très vite, c'est en temps constant en pratique. Parce qu'en dessous, il y a une table de hachage, mais on va pas rentrer dans les détails techniques aujourd'hui, mais juste pour te dire, voilà, c'est pas si simple que ça comme structure de données, mais par contre, à utiliser, c'est un bonheur. Et donc, c'est plus pratique que les listes dans beaucoup de cas. Et on va voir pourquoi. Donc là, du coup, on va créer notre premier dictionnaire. C'est parti. Alors, je vous ai pris l'exemple des fruits et des légumes tout à l'heure. D'abord, on va utiliser le même parce que c'est vachement plus simple comme ça. Du coup, je vais créer un dictionnaire qui s'appelle garde-manger, pour faire simple, qui va contenir du coup les clés, donc fromage, donc ça c'est une clé. Donc pour créer un dictionnaire, on met toujours la clé, deux points, un espace, la valeur, et ensuite une virgule. Et on fait ça autant de fois qu'on veut, donc autant de fois qu'il y a de clés, et donc de couples clés-valeurs. Et on commence et on finit le dictionnaire par des accolades. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut savoir. Et avec ça, vous savez créer un dictionnaire. Donc là, je crée un dictionnaire un petit peu compliqué, dont les clés, donc les étiquettes, pour vous, sont des chaînes de caractères, en l'occurrence fromage, fruits et légumes, et dont les valeurs sont des listes de chaînes de caractères. Mais c'est des listes quand même. Donc là, je peux mettre plusieurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que je peux mettre plusieurs fromages dans la boîte à fromage. Donc là, j'ai un comté, un roquefort, bonjour l'odeur. J'ai une pomme et une poire dans la catégorie fruits. Et j'ai des poireaux. Enfin, un poireau et une carotte, un seul. Donc il n'y a pas de pot de feu, là, c'est mort.
dans la catégorie légumes. Une fois qu'on a tout ça, bah, on a créé un dictionnaire. Et après, on peut y accéder exactement comme une liste, hein. C'est pour ça que je vous en ai parlé, avec l'étiquette, ici, donc avec la clé. Je mets entre crochets, au lieu de mettre 0, 1, 2, bah, je peux mettre tout simplement ma clé et j'accède au contenu de la boîte, tout simplement. Donc en gros, tu lui dis, va chercher la boîte qui a l'étiquette fromage et va te rendre le contenu. Et on observe que en pratique, ça marche. Donc voilà, ça c'est un dictionnaire. C'est vraiment aussi simple que ça. Maintenant, on va voir du coup, les trucs qu'on peut faire avec un dictionnaire, parce que c'est quand même pratique. Donc on va voir d'abord une autre manière de créer un dictionnaire. Parce que là, on a juste créé un dictionnaire et après on y a accédé. Alors c'est pratique, mais si on peut ranger qu'une seule fois son garde-manger et qu'on ne peut plus rien ajouter, c'est problématique. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on ajoute finalement des éléments dans un dictionnaire. Donc là, je vais créer un dictionnaire vide, donc que j'appelle rangement. Typiquement, imaginez que vous venez de déménager et que du coup votre rangement est vide, ce qui n'arrivera jamais ensuite. Il faut qu'on se le dise. Derrière, donc vous pouvez créer un tiroir dans votre rangement. Typiquement, vous montez votre tiroir Ikea. Et là, vous pouvez mettre des chaussettes dedans. Et ensuite, vous pouvez créer un placard dans le rangement et y mettre, par exemple, des costumes et des chemises. Et ensuite, on va afficher rangement, donc qui est un dictionnaire, pour voir si ce que j'ai fait a fonctionné quand même. Il vaut mieux. Et on voit qu'on a bien. Donc, on ouvre les accolades, on ferme les accolades. Ça délimite le dictionnaire. Et on voit que dedans, on a bien un tiroir avec des chaussettes. Et ensuite, un placard avec une liste dedans de costumes et de chemises. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, on peut. Maintenant, vous savez créer un dictionnaire, lire depuis un dictionnaire et également ajouter des choses à un dictionnaire. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu à comment est-ce qu'on manipule efficacement un dictionnaire. Parce que si à chaque fois que vous voulez manipuler un objet dans un dictionnaire, vous êtes obligé de faire dictionnaire, crochet, la clé, bon, autant avoir juste des variables et ça marche tout aussi bien. Ce qui est pratique avec un dictionnaire, c'est qu'on peut le parcourir avec une boucle for. Et du coup, on obtient quelque chose qui est très clair finalement. Pour chaque boîte du garde-manger. C'est ça que j'ai écrit. For boîte in garde-manger, donc ce qui veut dire pour chaque boîte dans le garde-manger, afficher la boîte. Et là, vous voyez que ça m'affiche les noms des étiquettes des différentes boîtes. C'est quand même vachement bien. Donc là, je sais que dans mon garde-manger, j'ai des fromages, des fruits, des légumes qui sont en fait mes boîtes. Et après, dedans, je peux avoir des choses. Et donc là, on va voir du coup comment est-ce qu'on accède à ce qu'il y a dedans. Et bah, donc là, on a en fait une autre petite clé qui est pratique dans les dictionnaires, c'est qu'on peut accéder directement aux valeurs sans accéder aux clés. Et pour ça, on met juste .values. Et là, vous devez reconnaître un truc si vous avez suivi le tutoriel numéro 3. C'est une fonction. Alors, c'est pas tout à fait une fonction. C'est ce qu'on appelle une méthode, parce que c'est une fonction qui s'applique sur un objet, mais hop, 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 on va pas voir la programmation orientée objet tout de suite, mais ça ressemble très fort à une fonction, et vous, dans votre tête, pour l'instant, vous pouvez vous dire que c'est une fonction. Et on verra la distinction bien plus tard dans des cours un peu avancés. Mais en tout cas, cette méthode-là, du coup, elle vous permet d'avoir le contenu directement. Et donc, on va voir ce que ça donne. On a effectivement directement le contenu de chaque boîte. Et dans le même ordre en plus maintenant. C'était pas vrai avant en Python, mais sur les versions récentes de Python, c'est le cas. Donc là, on a bien le comté et le roquefort qui correspondent au fromage, la pomme et la poire qui correspondent aux fruits, et le poireau et la carotte qui correspondent aux légumes. Donc tout est bon. Et maintenant, donc, je vais vous montrer la troisième chose qu'on peut faire, c'est du coup afficher à la fois les clés et les valeurs. Et donc pour ça, il y a également une méthode qu'on peut utiliser dans les dictionnaires, qui est la méthode items. Donc lorsque vous appelez la méthode items dans une boucle, ça vous retourne du coup la liste des tuples, donc en fait des couples clés-valeurs, les fameux couples clés-valeurs dont on a parlé dans la définition du dictionnaire. Et du coup là, en fait vous obtenez à la fois la boîte et le contenu. Et il suffit d'afficher les deux. Donc on va le faire, et là on obtient bien donc du coup fromage, donc l'étiquette fromage, la boîte avec l'étiquette fromage contient du comté et du roquefort. La boîte à fruits contient pommes et poires.
la boîte à légumes contient poireaux et carottes. Donc là, on a vu les bases qui permettent de manipuler un dictionnaire tout d'un coup sans avoir à connaître à l'avance toutes les clés. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux manipulations avancées. Donc c'est pas grave si vous retenez pas tout, mais n'hésitez pas à revenir à la vidéo et également, si vous le souhaitez, aux slides du cours que je vais mettre du coup en ligne sur GitHub. Donc vous aurez le lien dans la description. Si à un moment vous avez besoin de faire des opérations avancées sur les dictionnaires, mais que vous vous en souvenez plus. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est obtenir une liste des clés ou des valeurs d'un dictionnaire. Donc, en fait, il suffit de le caster, ce qu'on appelle caster en liste, c'est-à-dire transformer en liste le résultat. Donc vous prenez garde-manger et vous utilisez la méthode keys qui permet de récupérer uniquement les clés, donc les étiquettes ici, et vous la transformez en liste en faisant liste autour. Ouais, vous voyez que les parenthèses ici, c'est les parenthèses de liste, et qu'ensuite il y a garde-manger.keys à l'intérieur. Et ça récupère toutes les étiquettes sous forme de liste si à un moment vous en avez besoin. Ensuite, vous pouvez faire la même chose avec les valeurs. On a déjà vu, c'était values. Donc ça marche de la même manière. On met liste entre parenthèses autour et on obtient la liste des valeurs. Et comme les valeurs là sont déjà des listes, bah, ça fait une liste de listes. Mais ça, c'est tout à fait possible en Python, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie du coup de ce cours, qui est la partie sur les fichiers. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut lire et écrire des fichiers en Python. Et vous allez voir que c'est très simple. Alors à quoi ça sert de lire et écrire des fichiers? Par exemple, si vous voulez charger des données depuis un fichier texte ou depuis un fichier CSV ou Excel, c'est pratique de savoir lire, ouvrir et écrire des fichiers. Alors l'Excel ne marchera pas directement comme ça, on verra dans un autre tutoriel comment le lire, mais un fichier CSV ou un fichier texte, vous pouvez l'ouvrir comme ça en Python. Ça a un autre intérêt aussi si par exemple vous écrivez un programme qui a besoin de sauvegarder des données. Donc ça permet de sauvegarder l'état du programme entre deux exécutions, si vous n'avez pas de base de données par exemple. Ça peut aussi permettre de lire des fichiers de configuration par exemple. Si vous avez un utilisateur qui veut pouvoir dire bah non, moi je bloque la longueur de mon truc, que ce soit 2 et pas 3, il peut le mettre dans un fichier de configuration et vous allez pouvoir du coup lire ce fichier de configuration, changer des paramètres s'il faut, le réenregistrer et du coup conserver les préférences de l'utilisateur au fur et à mesure que vous lancez le programme. Même lorsque le programme va être éteint, tout va être sauvegardé dans le fichier de configuration. Donc c'est quelque chose de très commun en programmation, d'utiliser des fichiers de configuration ou des sources de données. Oui, pardon, on va revenir du coup et on va s'intéresser à l'exécution. Donc comment est-ce qu'on fait pour écrire un fichier? C'est très simple. Vous faites, alors donc là ce qu'on va voir c'est ce qu'on appelle un context manager. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On pourrait écrire autrement l'ouverture de fichier, mais je vous recommande vraiment de faire comme ça, parce que si vous le faites comme ça avec un with ici, vous n'avez pas besoin de le fermer derrière, il va se fermer tout seul. C'est un peu comme si vous écrivez votre propre petite fonction dans laquelle le fichier est ouvert, et dès qu'on sort de la fonction, le fichier n'existe plus. C'est exactement ce qu'on fait là, on crée un bloc de contexte. Donc, pour l'instant, on ne va pas comprendre en détail comment ça fonctionne, mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est que vous faites with, ensuite vous faites open, donc le nom du fichier, donc ici ça s'appelle mon fichier.txt, et ensuite, là comme on veut être en écriture, donc on veut écrire un fichier, vous mettez entre parenthèses W. W, c'est le diminutif de write en anglais qui signifie écrire. Et vous faites as sortie. Donc ça c'est le nom que vous allez, le petit nom que vous allez donner au fichier tant qu'il est ouvert. Ce qu'on appelle le file handle. Donc c'est la poignée vers le fichier. Mais bon, vous dites-vous, voilà, votre fichier vous l'avez ouvert et en gros, vous pouvez le manipuler avec cette variable-là, la variable sortie. Pourquoi je l'ai appelé sortie? Parce que là on est dans un cas où on écrit. Donc du coup, pour que ce soit bien clair que c'est une sortie et que c'est pas une entrée de données. Et ensuite, pour écrire, il suffit d'écrire sortie.write, donc écrire, bon comme ce qu'il y a ici, hein. Et là j'ai mis tata par exemple. Donc je vais exécuter ça. Alors vous allez voir que lorsque je fais ça, en fait, il s'est rien passé. Enfin, en pratique, si, il s'est passé quelque chose. Là, ça a écrit un fichier sur mon disque. Mais il n'a pas affiché quelque chose à l'écran, ni rien, c'est silencieux. C'est juste une écriture fichier, on n'écrit pas dans la console, on écrit dans un fichier. Mais du coup, pour vérifier que ça a vraiment fait ce que je voulais, on va lire le fichier du coup.
Bah pour le lire, c'est exactement pareil. Alors juste une petite chose du coup à bien noter, c'est que là vous voyez que le sortie.write, je l'ai tabulé ici, hein. J'ai bien mis 4 espaces, comme dans un if, comme dans un for, comme dans une fonction. C'est pour bien dire que ce qui se passe ici, c'est bien à l'intérieur du bloc que j'ai ouvert ici. Et donc du coup, le sortie existe bien et tout se passe bien. Dès qu'on va sortir de ce bloc-là, dès qu'on va revenir à gauche, le fichier n'existera plus. En tout cas, il sera fermé. Et donc du coup, on ne pourra plus écrire dedans. Et dans l'autre sens, là, on ne pourra plus lire dedans. Donc c'est pour ça qu'ici, vous remarquerez qu'il y a bien encore les espaces. Donc là, c'est la même chose. On va faire with open, donc ça ne change pas. On donne toujours le nom du fichier, ça ne change pas non plus. Et on va donner R comme read, lire du coup. Et là, cette fois-ci, je mets as, donc là, je vais lui donner le petit nom de entrée, parce que cette fois-ci, c'est une entrée de données, c'est plus une sortie de données. Et donc là, ensuite, la seule chose que je fais, c'est que j'appelle la méthode de lecture du fichier, et donc je vais entrer, donc là qui est le nom du fichier que j'ai utilisé, .read pour lire, et je stocke le résultat dans le contenu, tout simplement. Et ensuite, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais afficher contenu pour qu'on voit ce que ça donne. Et là, on voit bien que le contenu vaut tata. Alors, vous allez me dire, oui d'accord, mais ça se trouve, j'ai déjà écrit le fichier, mais on va voir du coup. Ici, je vais mettre Toto. Je vais réécrire le fichier, bien sûr, hein, parce que si je ne l'écris pas, ça ne change rien. Et je vais réexécuter la lecture. Et là, on a bien Toto. Donc ça a bien fait ce qu'on voulait. On a réussi ici à écrire un fichier, puis à le lire. Tout simplement. Alors maintenant, ce qu'on a vu aussi, c'est que quand j'ai changé Toto, ça a écrasé le fichier. Donc on peut aussi, si on veut, ajouter des données à la fin d'un fichier. Et pour ça, il suffit de mettre, donc c'est toujours pareil, with, open, le nom du fichier, et ensuite on met A comme ajout, add, à la place de W, write ou R, read. Donc là c'est toujours une sortie, parce que si j'ajoute, c'est que j'ai écrit dedans. Donc je peux faire ceci, et ensuite je vais relire le fichier, et cette fois-ci je vais print directement ce que je lis, et là j'obtiens Toto Titi. Et si je le réexécute, j'obtiens Toto, Titi, Titi, etc., etc. À chaque fois que je vais exécuter, ça va rajouter Titi à la fin du fichier. Et donc quand je vais le lire ensuite et que je vais afficher les résultats, bah, je vais avoir un Titi de plus. Donc voilà comment vous pouvez facilement ajouter des données à la fin du fichier. Il y a juste un petit caractère à changer et c'est fait. Alors maintenant, on a vu comment on écrivait quelques caractères, mais ce qui est important aussi, c'est de voir comment est-ce qu'on peut écrire plusieurs lignes d'un coup. Donc là, c'est ce qu'on va voir. J'ai 3 prénoms, Pierre, Paul et Jacques. Et ce que j'ai envie de faire, du coup, c'est de pouvoir les imprimer, donc les écrire dans le fichier, chacun sur une ligne différente. Ça sera très utile, notamment quand vous voudrez faire du CSV ou autre. Bah là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire with open, donc de prénom, toujours pareil. Donc là, j'ai juste changé le nom du fichier, en écriture, toujours as sorti. Et là, je fais une boucle for. On peut faire une boucle for dans un bloc d'ouverture de fichier. Pour prénom dans la liste des prénoms, donc là une boucle for classique, je vais écrire donc dans le fichier prénom, et cette fois-ci je rajoute un \n, donc qui permet du coup d'aller à la ligne. Donc je vais exécuter ça, et ensuite je vais faire la même chose, mais je vais le lire. Et bah pour lire plusieurs lignes, c'est facile. En fait, au lieu de faire read, etc., vous avez juste à faire read, lit d'un coup tout le fichier d'ailleurs. Donc si vous avez un très gros fichier, vous allez exploser votre mémoire. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'ouvrir le fichier en tant qu'entrée. Et vous avez remarqué, là, j'ai pas mis le R. En fait, quand vous omettez le mode d'ouverture du fichier, par défaut, il est ouvert en mode lecture. Et ici, donc, vous faites for, ligne in, entrée. En fait, quand vous faites une boucle for sur un fichier qui est ouvert en lecture, mais en fait, ça va parcourir toutes les lignes. Et après, j'ai juste à afficher la ligne et regardez, ça a fait ce que je voulais. Alors là, vous remarquerez que ça a mis un double espace ici. Parce qu'en fait, le print, il imprime la ligne complète, mais il rajoute lui-même déjà un espace à la fin. Donc, alors, il y a une manière de faire qui est de mettre end égale vide, donc pour qu'il n'y ait pas de retour à la ligne à la fin du print, on peut faire comme ça. Mais on peut faire aussi d'une autre manière, qui est de print non pas ligne, mais ligne.strip. Et strip, en fait, ça enlève notamment les caractères, donc les retours à la ligne, avant et après la chaîne de caractères. Donc ça enlève tous les caractères bizarres, les espaces, les retours à la ligne, etc. Et si je fais ça, on obtient également
le même résultat. Donc ça, c'est un petit truc à savoir. Quand vous avez des choses qui vous gênent en début ou en fin de ligne de caractère, notamment lorsque vous avez des retours à la ligne, vous pouvez utiliser la méthode strip. Et ensuite, donc l'autre manière de faire, c'est d'utiliser readlines ici. Donc vous ouvrez le fichier en tant qu'entrée, toujours pareil, mais vous pouvez faire readlines. Alors, readlines, qu'est-ce que ça fait? Ça vous renvoie juste une liste de toutes les lignes. Et là, vous voyez bien qu'on a le /n là dont je vous parlais. Puisqu'on l'a ajouté ici, forcément on le retrouve de l'autre côté, hein, c'est logique. Le problème de readline, c'est comme read, ça lit tout d'un coup. Donc si votre fichier est très très gros, vous allez exposer votre mémoire. Si vous avez un fichier par exemple qui fait 2 ou 3 gigas, alors ça arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver, tout d'un coup ça va utiliser 2 ou 3 gigas de mémoire vive, ce que vous appelez la RAM. Donc du coup, c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'on essaie d'éviter de lire readlines comme ça ou utiliser read directement. On préfère parcourir les lignes, parce que si vous parcourez les lignes, l'avantage c'est que vous aurez à chaque fois qu'une seule ligne en mémoire. Et on va finir par une mise en pratique. Donc maintenant que vous savez utiliser un dictionnaire, lire et écrire dans des fichiers, on va utiliser tout ça pour faire une petite mise en pratique. Et la mise en pratique, ça va être calculer la fréquence des lettres dans un texte. Donc la fréquence, c'est le nombre de fois que chaque lettre apparaît. Et donc là, j'ai pris tout simplement le texte de la fable de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard, que je vais écrire dans un fichier, donc comme on a appris à le faire. Et ensuite, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va lire le fichier et on va compter les lettres. Et pour ça, on va utiliser un dictionnaire. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Donc c'est un cas d'usage classique des dictionnaires, le fait de compter. Il y a quelque chose en Python qui s'appelle un default dict qu'on pourrait utiliser ici, mais c'est un peu plus avancé. Donc pour l'instant, on va rester sur un dictionnaire simple. Donc je commence par créer un dictionnaire de fréquences. Ce que va contenir mon dictionnaire, au final, c'est toutes les lettres. Donc les lettres, ce seront les étiquettes. Et la valeur, ce sera le nombre de fois que la lettre apparaît. Tout simplement. Donc j'ouvre mon fichier et je vais parcourir toutes les lignes. En fait, parce que pour compter dans tout le fichier, je peux compter déjà dans chaque ligne combien il y en a. Et après, voilà, si j'ajoute tout ça, au final, je vais avoir combien il y a de fois la lettre dans tout le fichier. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais for caractère inline.strip. Donc on a vu strip tout à l'heure, ça permet d'enlever les retours à la ligne. Et donc là, je parcours chaque caractère de la ligne, tout simplement. Parce qu'on a vu qu'on pouvait aussi parcourir les chaînes de caractères comme si c'était des listes, mais on ne peut juste pas les modifier. Donc là, je vais obtenir chaque caractère de la chaîne de caractères, donc chaque lettre en fait, chaque lettre, espace, apostrophe, etc. Et ce que je vais juste dire, c'est que je vais la transformer en lower, ça veut dire en minuscule. Je pourrais enlever ça, mais ça me permettra de compter un A majuscule et un A minuscule comme étant la même lettre, ce qui fait gagner quand même du temps. Ce sera plus lisible à la fin aussi. Et ensuite, je fais un petit test ici qui est très important. Dans mon dictionnaire, en fait, je ne sais pas si j'ai déjà une boîte avec l'étiquette A, par exemple. Je vérifie d'abord si c'est dedans. Parce que si c'est déjà dedans, il suffit que j'ajoute 1 au nombre de fois que j'ai déjà compté. Mais s'il n'est pas encore dedans, il faut bien que je le mette dedans. Il faut que je crée la boîte. Et donc dans ce cas-là, je vais juste créer la boîte qui porte l'étiquette lettre, et je vais dire une fois. Parce que forcément, si ça y était pas dedans, c'est que je l'avais jamais encore rencontré. Donc du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est de dire je l'ai rencontré une fois, puisque c'est la première fois que je le rencontre, et la prochaine fois que je vais le rencontrer, comme il sera dans le dictionnaire, donc c'est le fameux if caractère in, et d'ailleurs ici c'est une petite erreur de ma part, je devrais faire if lettre in fréquence, puisque c'est lettre finalement que je dois tester. Donc si la lettre est dans le dictionnaire de fréquence, dans ce cas-là, c'est qu'il existe déjà, donc j'ai juste à rajouter 1 au compte que j'ai déjà. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc en fait, je parcours toutes les lignes du fichier, et pour chaque ligne, je parcours tous les caractères. Et pour chaque caractère, ensuite, je regarde s'il est déjà dans mon dictionnaire de fréquence, et s'il n'y est pas, je l'ajoute. Et s'il y est, bien sûr, j'ajoute 1 au nombre de fois que je l'ai rencontré. Et en exécutant ça, vous voyez qu'on obtient un dictionnaire avec, ici, le nombre de fois qu'on rencontre chaque caractère. Donc on voit que le M on le rencontre 16 fois, que l'espace on le rencontre 113 fois, le O on le rencontre 37 fois, le A aussi 37 fois, le E 82 fois, c'est quand même beaucoup aussi. Et donc voilà un peu les fréquences.
Donc ça, voilà, là, c'est une manière simple de compter le nombre de fois que chaque lettre apparaît. Tout simplement. Et donc on va aller un tout petit peu plus loin. On va faire un petit bonus, c'est qu'on va calculer le top 10 des fréquences. Donc pour faire le top 10, en fait, il faut utiliser une fonction un peu avancée, et là, honnêtement, même moi, parfois, je la recherche. Ne la prenez pas, cherchez-la quand vous en avez besoin. C'est une formule qui permet de trier le dictionnaire en fonction des valeurs. Je ne vais pas l'expliquer là, c'est un peu tiré par les cheveux. Ça s'expliquera, mais un peu plus tard, dans des dictionnaires avancés. Ce qu'il faut juste voir, c'est que là, j'ai mis reverse égale true parce que je les veux dans l'ordre décroissant. Donc je veux les plus gros en premier. Donc j'ai mis un reverse égale true ici. Et ensuite, on veut juste voilà, trier les items. Vous embêtez pas trop avec cette ligne-là. Tout ce que je vous dis, c'est que ça trie le dictionnaire par valeur décroissante. Ensuite, du coup, maintenant qu'on a un dictionnaire qui est trié par valeur décroissante. Alors d'abord, ce qui est important ici, c'est que j'ai enlevé l'espace. Ou parce que l'espace ne m'intéresse pas vraiment, finalement. Je veux le top 10 hors espace. Donc j'ai juste fait le pop, hein, comme on a vu. Ce qu'il faut voir, c'est que le pop, du coup, on peut l'utiliser sur les listes, mais il marche exactement pareil sur les dictionnaires. On peut pop en fonction de l'étiquette, donc de la clé, ici. Et une fois qu'on a fait ça, donc j'ai TopFrec qui est mon dictionnaire trié cette fois-ci, par valeur décroissante. En fait, je vais juste prendre les clés. Donc vous vous souvenez, quand on fait liste des keys, on récupère une liste de clés. Quand on fait liste de values, on récupère la liste des valeurs. Et je prends les 10 premiers. Donc là, c'est une liste. Donc je fais mon slicing comme on a vu sur le tuto de liste. 2.10 pour prendre de 0 à 9. Et 0 à 9, ça fait les 10 valeurs. Et ensuite, je vais les afficher, tout simplement. Et donc là, on voit que la lettre la plus rencontrée, comme on pouvait s'y attendre, est le E, avec 82 occurrences. Ensuite, le R, avec 41 occurrences. Le U, avec 41 occurrences. Et ensuite, le A, le O, le S, avec 37, 37, 37, 36, et ça décroît. Donc voilà un petit peu. Donc comme ça, on a pu sélectionner juste les valeurs qui nous intéressaient, grâce à cette formule-là, honnêtement, qui est complexe, mais qui fait ce qui fait le taf. Et ensuite, en utilisant les petites formules avancées qu'on avait apprises pour récupérer les listes des valeurs et des clés, et le slicing de liste pour ne sélectionner que le top 10. Et je vous réserve encore une toute petite surprise, c'est de pouvoir afficher un histogramme. Là encore, vous ne pouvez pas comprendre en détail, mais celui-là est assez facile. Une fois qu'on a la liste des lettres et des valeurs, il suffit donc d'importer ça, importer le pour l'instant sans trop comprendre ce que ça fait, et de faire plt.bar ici, donc pour faire un bar chart, donc un histogramme, et de mettre les lettres en tant que légende et les valeurs en tant que valeur. Et lorsque je fais ça, boum, il m'affiche un histogramme, et on voit bien le E ici avec le pic de fréquence, ensuite le R, le U, le A, etc. Et ça nous affiche du coup un petit graphique avec tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite aussi à liker et à vous abonner pour suivre le dernier cours qui va sortir très prochainement, ainsi que tous les autres tutos Python que je poste toutes les semaines. A très bientôt!